Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. La Cité d'or et de plomb. Deuxième tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Poslaniec. Chapitre 3. Un radeau sur la rivière. Notre premier soin fut de nous sauver avant qu'on s'aperçoive de ma disparition de la fosse. Nous avons suivi la rive vers le nord le long de quelques rues misérables entre des bâtiments délabrés plutôt différents des maisons peintes, sculptées et bien entretenues du centre de la ville, et trouvé une route, pas beaucoup mieux qu'un chemin, qui suivait la direction générale de la rivière. Le soleil se levait sur notre droite derrière les collines boisées. Il y avait aussi des nuages qui s'amoncelaient à une vitesse terrifiante. En une demi-heure, ils avaient assombri le ciel et masqué le soleil. Au bout de 3/4 d'heure, un rideau de pluie grise balayait le coteau et se dirigeait sur nous. 5 minutes plus tard, déjà trempés, nous avons trouvé une sorte d'abri dans un bâtiment en ruine, en retrait de la route. Nous avons eu alors le temps de réfléchir et de décider quoi faire. Pendant la marche, Beanpole m'avait raconté sa version des événements. Il n'avait pas trouvé Ulf, mais quand il était retourné à la péniche, Ulf y était. Il avait effectivement bu, et cela n'avait pas amélioré son caractère. Il était furieux que Beanpole et moi soyons allés en ville, et que Moritz nous ait laissé faire. Il avait décidé que nous deux passerions le reste du trajet sous le pont. Fritz, évidemment, était le seul à qui on pouvait se fier, le seul sensé. Le temps passant, sa colère avait augmenté. Après la tombée de la nuit, un des hommes qu'il connaissait était venu le voir et lui avait parlé du jeune Tyrolien qui avait fait un scandale dans une taverne et qui, en conséquence, avait été condamné à la fosse. Une fois cet homme parti, Ulf avait parlé d'une façon encore plus irritée et maussade. Ma sottise avait tout compromis. J'étais de toute évidence un danger pour l'expédition, plutôt qu'une aide. Ce n'était pas la peine d'attendre davantage, et certainement inutile d'essayer de me libérer. Au matin, l'Erlkönig reprendrait son voyage. Il y aurait 2 participants au jeu au lieu de 3. Quant à moi, je m'étais fait mettre dans la fosse, et je pouvais bien y pourrir. Bien qu'il n'en parlât pas, je savais que Beanpole s'était trouvé dans un cruel embarras. Nous étions sous l'autorité d'Ulf et devions lui obéir en tout. En outre, ce qu'il disait était parfaitement raisonnable. Ce qui comptait surtout, c'était le projet lui-même, pas les individus. Beanpole devrait faire de son mieux pour gagner au jeu, obtenir l'entrée dans la cité des tripodes et en rapporter les renseignements qui pourraient aider à les détruire. Cela seul importait. Mais il avait parlé à Moritz, lui avait posé des questions précises sur la fosse. Comment c'était, où elle se trouvait. Je ne sais pas si Moritz était trop bête pour voir où il voulait en venir par ces questions, ou s'il comprenait et approuvait. Il était, pensais-je, vraiment trop gentil pour un travail qui, par sa nature, demandait d'être plutôt sans pitié. Bref, Beanpole avait découvert ce qu'il voulait savoir et dès l'aube, muni d'une corde, il avait quitté l'Erlkönig pour partir à ma recherche. Ulf avait sans doute entendu ou vu quelque chose, et, colère ou froid de détermination, avait décidé qu'il n'y avait plus qu'à sauver le seul membre fiable du trio et remettre l'Erlkönig en route avant que le moindre soupçon ne tombe sur le bateau et son équipage. Nous étions donc là, égarés à des centaines de kilomètres de notre objectif. La pluie s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé, et le chaud soleil sous lequel on marchait faisait fumer nos vêtements mouillés. Nous fûmes à nouveau arrosés moins d'1 heure plus tard. Cette fois, il n'y avait plus d'abri du tout et la chute torrentielle nous a trempés jusqu'aux os et la journée fut d'un bout à l'autre entrecoupée de pluie et de soleil. La plupart du temps, nous étions dégoulinants et pitoyables. En outre, nous étions conscients du gâchis que nous,
surtout moi, avions fait. Nous avions faim aussi. Je n'avais rien mangé depuis le déjeuner de la veille et dès que l'agitation consécutive à la fuite fut tombée, je me suis rendu compte de ma faim de loup. Nous avions le reste d'argent que Moritz nous avait donné, mais nous n'avions bien sûr pas où le dépenser dans la campagne, et nous n'avions pas imaginé attendre en ville l'ouverture des magasins. Le paysage était de friches et de prairies, avec des groupes de vaches noires et blancs en train de ruminer. J'ai proposé d'en traire une, que j'ai coincée dans un angle du champ avec l'aide de Beanpole. Mais ce fut le fiasco. Je n'ai eu que quelques gouttes. Elle n'a pas du tout aimé mon inexpérience et ma maladresse, et elle s'est sauvée. Cela ne me parut pas utile de faire un autre essai. Plusieurs heures après notre départ, nous avons trouvé un champ de navets. Il y avait bien une maison en vue, mais nous avons couru le risque de prendre des légumes. Ils n'étaient pas appétissants, mais c'était quelque chose à mâcher. La pluie est tombée à nouveau et cette fois, elle n'a pas cessé pendant plus d'1 heure. Nous avons trouvé des ruines où passer la nuit. N'ayant pas trouvé d'autre nourriture, nous avons dû mâcher de l'herbe et des pousses vertes de la haie pour essayer de calmer notre faim. Ce fut inefficace, et ça nous a donné des douleurs d'estomac. Évidemment aussi, nos vêtements étaient mouillés. Nous avons tenté de dormir sans trop de succès. Nous nous sommes réveillés quand la nuit est devenue une aube grise et avons repris notre chemin, fatigués et misérables. Il n'a pas réellement plu, mais le jour est resté nuageux et froid. Sur la rivière large et turbulente, une péniche descendait le courant et nous avons cru sentir l'odeur du bacon en train de frire sur la cuisinière. Pas très loin, nous avons trouvé un hameau, un groupe de fermes, et Beanpole a eu l'idée de se présenter comme vagabond, en espérant qu'on lui donnerait à manger. Je lui ai proposé de le faire à sa place, mais il a dit que c'était son idée et que je devais me cacher. Les vagabonds ne voyageaient jamais à plusieurs, je me suis donc caché dans une haie et j'ai observé. Chez moi, dans mon village, il y avait la maison des vagabonds, à l'usage de ces pauvres fous errants. On leur donnait à manger et à boire, et il y avait des employés pour nettoyer et faire la cuisine. Beanpole m'avait dit que dans son pays, il n'y avait rien de la sorte. Les vagabonds dormaient là où ils pouvaient, dans des granges s'ils avaient de la chance, ou dans des ruines. Ils mendiaient leur nourriture de porte en porte, et on leur en donnait plus ou moins généreusement. Nous avions estimé que quelque chose de semblable pourrait arriver ici. Il y avait une demi-douzaine de maisons, et j'ai vu Beanpole grimper jusqu'à la première maison et frapper à la porte. Elle ne s'est pas ouverte. Plus tard, il m'a dit qu'une voix à l'intérieur lui avait crié de partir en ajoutant des injures. À la seconde maison, il n'y eut pas du tout de réponse. À la troisième, une fenêtre s'est ouverte et un baquet d'eau sale lui a été lancé, accompagné de rires. Alors qu'il s'éloignait, plus trempé qu'avant, la porte s'ouvrit aussi. Il se retourna, prêt à accepter les insultes s'il y avait eu un espoir de nourriture, puis se mit à fuir. Ils avaient lâché un chien tavelé à l'air méchant qui le poursuivit la moitié du chemin jusqu'à ma cachette, puis qui continua à aboyer après lui. 800 mètres plus loin, nous avons trouvé et pillé un champ de pommes de terre. Elles étaient petites et auraient été plus comestibles cuites. Mais nous n'avions pas l'intention de faire un feu dans ce pays froid, triste et gris. Nous avons poursuivi péniblement notre chemin, et à la nuit tombante, nous avons vu une péniche amarrée au rivage, un peu en aval. Je crois que la même idée nous a traversé l'esprit, que c'était peut-être l'Erlkönig, que pour une raison quelconque, Ulf aurait été retenu, et que nous pourrions les rejoindre. C'était un espoir absurde, mais ce fut quand même amer de le voir briser. Cette péniche était plus grande que l'Erlkönig et tournée vers l'amont. Nous nous sommes écartés de la rivière pour la dépasser. Nous sommes revenus ensuite sur la rive pour nous asseoir tremblants dans une cabane délabrée. Un silence malheureux était tombé. Je me suis demandé si Beanpole pensait que, sans moi, il aurait été sain et sauf dans la péniche, et bien nourri. C'est ce que je pensais moi-même, bien que ça n'apportât rien. Puis il m'a dit « Will ». « Oui ». Là où se trouvait la péniche, il y avait un quai et 2 maisons. C'était sans doute un des relais. Je pense. Le premier que nous passons depuis la ville. Oui, dis-je après avoir réfléchi. Ulf comptait faire 2 relais par jour, sans se presser. Donc en 2 jours... En 2 jours, nous avions couvert une distance que la péniche avait dû faire en une matinée, bien que nous eussions marché depuis l'aube jusqu'à la nuit. C'était assez correct, mais décourageant. Je n'ai pas fait de commentaires. Beanpole a continué. Il était prévu qu'on arriverait là-bas 3 jours avant l'ouverture des Jeux. Ça devait prendre 5 jours. À ce compte, il nous en faudra 20. Les Jeux seront finis avant qu'on arrive. Oui.
J'ai essayé de sortir de ma torpeur. Crois-tu qu'on devrait plutôt rentrer ? Au tunnel ? J'aime mieux ne pas penser à ce qu'il faudrait dire à Julius dans ce cas-là. Moi non plus. Mais je ne voyais pas ce que nous pouvions faire d'autre. Beanpole a dit « Il faut avancer plus vite. Il y a la rivière. On ne peut pas approcher d'une autre péniche. Tu sais ce qu'on nous a dit à ce propos. Ils se méfient des étrangers et ne les acceptent jamais à bord. Si nous avions un bateau à nous... » Ce serait une bonne chose, dis-je avec je le crains un soupçon de sarcasme. Ou bien, si nous trouvions un chemin de fer le long de la rivière, nous pourrions monter dedans. Beanpole a dit avec patience. Un bateau ou un radeau ? Le mur de cette cabane peut-être. Il tombe en morceaux. Et si nous pouvions le détacher et le mettre dans l'eau, le courant nous emmènerait au moins 2 fois plus vite que nos pieds et beaucoup plus directement. Je l'ai approuvé en sentant une lueur d'espoir qui m'a permis d'oublier un instant mes membres gelés et tremblants et mon estomac vide qui réclamait. Ça paraissait vraiment possible. Autrefois, j'avais aidé mon cousin Jack à faire un radeau et nous l'avions mis sur une mare voisine. Il s'était disloqué et nous avait précipités dans la soupe et la boue puante. Mais nous étions des enfants. Oui, ça pouvait marcher. J'ai dit, « Crois-tu que nous pourrions... » « Le matin, » a dit Beanpole. « Nous essaierons le matin. » Comme pour nous stimuler, la journée était belle. Nous nous sommes attelés à la tâche dès l'aube. Ce fut d'abord facile et encourageant, puis difficile et décourageant. Le mur dont Beanpole avait parlé faisait environ 2 mètres carrés et il était déjà largement détaché du toit. Nous avons achevé la séparation et libéré les côtés. Ensuite, il fut assez simple de l'abattre. Il s'est effondré avec un fracas plaisant en un tas de planches disloquées. Beanpole a dit qu'il fallait les fixer avec des traverses. Des planches prises aux autres murs suffiraient. Pour l'assemblage, il faudrait extraire des clous et les renfoncer aux endroits nécessaires. Il parlait avec l'assurance du bon sens. L'ennui, c'était que la plupart des clous étaient à la fois rouillés et tordus, au point que parfois ils cassaient sous la simple pression du doigt. Il fallait en chercher d'autres en meilleur état, les extraire avec précaution pour éviter de les tordre davantage, et puis les redresser avant de clouer dans les planches entrecroisées. Nous n'avions rien qui ressemblât à un marteau, bien sûr. Il fallait le remplacer par une pierre à la surface assez plate. Beanpole en a trouvé une bonne et me l'a cédée parce que, a-t-il dit, je savais mieux m'en servir. C'était vrai. J'ai toujours été assez habile de mes mains, plus je le crains que de ma tête. C'était une rude tâche et cela nous a pris du temps. Nous étions en sueur quand ce fut terminé et le soleil était déjà haut au-dessus des collines. Il nous restait à mettre notre radeau à l'eau, ce qui n'était pas facile non plus. La cabane était à environ 15 mètres du bord de la rivière et le sol entre les deux était inégal et spongieux. Le radeau était beaucoup trop lourd pour être soulevé. Il fallait le traîner et le manœuvrer par petites étapes et nous reposer entre les efforts. À un moment, il s'est trouvé pris dans des buissons dangereusement épineux et j'ai cru que j'allais abandonner. J'ai donné des coups de pied rageurs contre les planches. C'est Beanpole qui l'a libéré. Peu après, nous étions au bord de la rivière et nous n'avions plus qu'à le pousser sur une petite pente vers les eaux tumultueuses. Là encore, grâce à Beanpole, les choses ont bien tourné. Il a trouvé le nid d'un oiseau aquatique contenant 4 gros œufs tachetés. Nous les avons mangés crus en gobant l'intérieur de la coquille avant de nous lancer dans l'effort final. Beanpole est entré dans la rivière pour tirer. J'ai poussé par derrière. Le radeau a grincé affreusement et j'ai vu un clou sortir, mais il flottait. Nous avons grimpé dessus et nous nous sommes écartés du bord. Ce ne fut pas exactement un voyage triomphal. Le courant nous a entraînés en nous faisant tournoyer lentement. Le radeau se maintenait à la surface, mais tout juste. Avec l'addition de nos 2 poids, il était entièrement sous l'eau, sauf un angle. Selon le jeu de l'équilibre, quelques centimètres dépassaient. Chacun notre tour, nous nous accroupissions à cet endroit pendant que l'autre s'asseyait et s'allongeait dans le mouillé. L'eau était froide comme elle pouvait l'être à cette époque de l'année, dans une rivière dont le cours supérieur était alimenté par la neige fondue des montagnes du sud. Mais au moins nous allions plus vite qu'à pied. La rive défilait à une bonne vitesse et le temps se maintenait au beau.
Le soleil brillait dans un ciel dont le bleu était plus foncé, reflété par cette surface lisse que nous suivions. Beanpole m'a appelé. Il me montrait l'ouest où se trouvait un tripode traversant les champs à pas de géant. J'ai senti une sorte de plaisir à cette vue, bien que ridiculement chétif, c'était quand même contre cela que nous luttions. La fois suivante où j'ai vu un tripode, j'en fus beaucoup moins heureux. Une heure après notre départ, nous avions croisé une péniche remontant le courant, et la rencontre fut donc brève. Un homme sur le pont nous a regardés curieusement et nous a lancé une réflexion, une question que nous n'avons pas saisie. Nous devions avoir une drôle d'allure sur ce tas de planches flottantes. La faim, qui était loin d'avoir été apaisée par les 4 œufs crus, devenait de plus en plus pressante. Nous avons vu des champs qui semblaient contenir des récoltes intéressantes à piller, mais une déficience particulière de notre embarcation de fortune nous fut alors révélée, notre incapacité à la manœuvrer. Nous avions bien 2 bouts de bois, mais ils ne pouvaient servir qu'à éviter les obstacles, c'était tout. J'ai compris alors qu'il fallait là où la rivière nous emmenait, et que, à part le hasard qui nous ferait accoster, nous ne pourrions débarquer qu'en abandonnant le radeau et en nageant jusqu'au bord. Nous étions au beau milieu de la rivière et le courant était fort. Il aurait fallu nager pas mal pour gagner la rive. Aux champs succédèrent bientôt des terrasses plantées de vignes. Mais même si nous avions pu en prendre, le raisin aurait été minuscule à cette saison. Un gros poisson, sans doute un saumon, a sauté près de nous comme pour nous narguer. Nous n'avions pas le moyen de le faire cuire, mais si nous avions pu l'attraper, nous aurions eu le plaisir à le manger cru. Des visions de nourriture passaient devant moi pendant que je m'agrippais au bois trempé, du bœuf rôti à la broche, un tendre gigot d'agneau accompagné de la sauce à la menthe que ma mère faisait, ou bien juste du pain et du fromage, du pain croustillant, du fromage jaune et friable. L'eau m'en venait à la bouche. Les heures passaient, le soleil monta haut derrière nous, puis acheva sa course. J'avais à la fois chaud et froid. J'ai essayé de boire dans mes mains de grandes quantités d'eau pour combler le vide douloureux de mon estomac, mais ça n'a fait que le gonfler sans calmer ma faim. Finalement, j'ai dit à Beanpole qu'il fallait trouver à manger d'une façon ou d'une autre. Nous avions dépassé 2 villages, un de chaque côté de la rivière. Il devait y avoir de la nourriture, au moins quelque chose de comestible dans les jardins, à défaut de mieux. En nous donnant beaucoup de mal, nous pourrions nous propulser vers la rive avec nos bouts de bois, et puis ensuite accoster dès que la première habitation serait en vue. Il a dit « Mieux vaut tenir jusqu'à ce soir, ce sera plus commode pour marauder. Nous ne verrons peut-être pas de village à ce moment-là. » Nous avons discuté, et il a finalement accepté à regret. Nous nous sommes rapprochés progressivement de la rive ouest et avons essayé d'accoster. Le résultat fut grotesque. Le radeau a tourné sur lui-même, mais notre position relative à la rive n'a pas changé. Nous avons abandonné la tentative, nous rendant compte que nous n'arriverions à rien. Beanpole a dit « Ça ne va pas. Il faudra nager. » Cela veut dire abandonner le radeau. Bien sûr, j'étais agacé. Nous ne pouvons pas continuer sans manger. C'était d'ailleurs idiot de se lancer là-dessus sans aucun moyen de le diriger. Beanpole ne répondait rien. Encore fâché, je dis « Et ce soir, on ne peut pas dormir là. Si nous nous y risquons, nous tomberons à l'eau et nous nous noierons. Il faudra l'abandonner avant la nuit de toute façon. » « Oui, dit-il, c'est sûr. Mais attendons encore, il n'y a pas de maison pour l'instant. » C'était vrai. La rivière coulait entre 2 berges vertes privées de tout signe de vie. Je dis tristement « Effectivement. N'est-il pas temps d'échanger nos places ?» Plus tard, nous avons vu un amas de ruines désertes au nord desquelles nous avons croisé une autre péniche. Nous avons été tentés de leur crier de nous prendre. J'ai résisté difficilement. Nous avions passé un relais peu de temps après-midi. Il était vide, le petit quai blanc et silencieux dans la lumière crue. Au second relais, il y avait 2 péniches amarrées, et 1 kilomètre plus loin, une 3e avançait vers le sud. Je n'avais pas reparlé de quitter le radeau et de nager vers la rive. Beanpole savait aussi bien que moi que c'était ce que nous devrions faire. Je prenais un malin plaisir à lui en laisser l'initiative. Alors que le jour baissait, nous avons revu des ruines, mais toujours pas trace d'habitation. La rivière était plus large, et nous étions en son milieu. La nage ne serait pas facile, et encore moins pour 2 nageurs affamés et fatigués. Je les ai trempés. Mon ressentiment contre Beanpole s'est évanoui à cette idée. Tout à coup, cependant, tout changea.
Il venait du nord, le long de la rive ouest. Il allait passer à guère plus de 100 mètres de nous, plus près qu'aucun tripode ne s'était approché. Je ne ressentis aucune satisfaction cette fois-ci, seulement un grand soulagement quand il fut passé. Jusqu'à ce que je le voie faire demi-tour et revenir vers nous, et que je reconnaisse ce ululement déjà entendu 2 fois, et que j'avais de bonnes raisons de craindre. L'eau a jailli au moment où les grands pieds métalliques se sont posés sur la rivière. Nous étions leur cible, c'était évident. Beanpole et moi avons échangé un regard. J'ai dit « Il vaut mieux plonger !» C'était déjà trop tard. À cet instant, le tentacule de métal sortait de l'hémisphère. Il s'est abattu sur nous en brisant les planches. L'instant d'après, nous nous débattions dans l'eau. C'était La Cité d'or et de plomb, 2e tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Chapitre 3, un radeau sur la rivière. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.